Racination et éther, les pieds dans la terre rouergat et les yeux grands ouverts, à la fois sur le visible et sur l'invisible, sur le sensible et les idées. Ainsi avance Rémi Soulier, sur ses deux jambes. Docteur ès-lettres, philosophe et essayiste, ex-enseignant à l'Université de Toulouse, secrétaire des débats à l'Assemblée nationale, présentateur sur TV Liberté et animateur sur Radio Courtoisie, chroniqueur à la Revue du Bien commun, celui qui est aussi membre de l'Académie du Languedoc nous fait le plaisir de participer à ce 11e numéro d'Orage de papier. Rémi Soulier, c'est une pensée qui peut se définir négativement. Contre les modernes, contre la lourdeur, contre l'envoûtement de notre époque. Mais il a aussi sa définition positive. Pour la tradition, avec un T majuscule, pour la légèreté, la poésie, l'émerveillement. Avec un tel programme, comment ne pas considérer ces ouvrages, et notamment les derniers, comme des viatiques? Soulier, on pourrait penser de prime abord que c'est un nom mercurien, et quelle simultanéité ce serait pour l'auteur des Métamorphoses d'Hermès. Mais il faut toujours interroger les patronymes, et on constatera, ce faisant, que ce nom, Soulier, fait en réalité référence au soleil. Soleil qui nous éclaire, qui nous apporte ses lumières, non pas les artificielles, qu'elles soient philosophiques ou électriques, mais des lumières naturelles. Les traditionnelles, car l'éther, la lumière céleste, ne va pas sans sa sœur, Héméra, la lumière du jour. Rémi Soulier, l'enracinement tient une place centrale dans votre œuvre, qu'il soit particulier, et je pense au Rouergue, auquel vous avez consacré un livre en 2005, ou bien qu'il soit plus général, et cette fois je pense à votre livre Racination. Est-ce votre attachement au pays de l'enfance qui a fait naître en vous cette certitude du besoin de racines, ou y êtes-vous venu plus par la voie intellectuelle ? Alors je répondrai par le terme atavisme, qui est celui qu'avait choisi un grand historien rouergat qui s'appelait Bernard Combe de Patrice, qui a eu une importance considérable qui vivait à Paris d'ailleurs, qui a longtemps vécu à Paris, mais enfin qui a eu, dont les travaux ont porté essentiellement sur le Rouergue, et qui, lorsqu'il s'interrogeait sur ce sentiment d'enracinement immédiat chez les Rouergats, parlait donc d'atavisme. C'était c'est un mot qui me paraît toujours d'une grande pertinence. C'est-à-dire que cet enracinement est immédiat, il n'est éventuellement intellectualisé que dans un second temps. Et Bernard Combe de Patrice expliquait ce fait organique, en quelque sorte, par l'insularité du Rouergue, qui ressemble de ce point de vue-là un peu à la Corse. Alors c'est un territoire, certes, du sud du Massif central, qui n'est absolument pas une île, mais qui l'est d'une manière à la fois métaphorique et géographique, puisqu'il est enclavé au nord par le plateau d'Aubrac, au sud par le Causse du Larzac, à l'est par les Cévennes. Il n'y a que l'ouest qui constitue une ouverture vers la plaine toulousaine. Et les Rouergats, de plus, sont à la fois très sédentaires, et puis lorsqu'ils sont nomades, lorsqu'ils sont mobiles, ils vont très loin. Enfin, très loin pour eux. Les Rouergats du Nord vont à Paris, mais parfois ils ont été jusqu'à San Francisco, ils ont été jusqu'en Argentine, où ils ont fondé un village qui s'appelle Pigué, et néanmoins en conservant une vie communautaire. Donc cet enracinement est inné en quelque sorte, et natif chez tous les Rouergats, et je l'ai éprouvé d'une manière tout à fait donc naturelle, tout à fait spontanée. Et ensuite, donc dans un second temps, effectivement, il y a eu une part d'intellectualisation, c'est-à-dire que je me suis interrogé sur la raison d'être de cet enracinement, non pas en ce qui concerne l'enracinement rouergat singulièrement, mais en ce qui concerne l'enracinement, comme dirait Simone Veil, comme besoin de l'âme. Et donc, avec une ouverture vers un monde plus spirituel et plus politique aussi, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire en quoi une vie humaine mérite, en tant qu'incarnée en quelque sorte, mérite d'être enracinée et d'être justement vécue à travers cette appartenance à un territoire, à un sol, à une patrie et à ce qui va avec, c'est-à-dire avec un sens aussi de la mesure. C'est-à-dire que l'enracinement commence par la famille, puis par un paysage familier, par des collines, par des montagnes, enfin c'est peut-être évidemment une ville, un village, et puis ensuite au-delà par un enracinement plus historique, aux dimensions, donc en l'occurrence d'une province, d'une très vieille province, dont les traits ont été fixés avant le IIe siècle, avant Jésus-Christ. Donc c'est une formation qui est très ancienne. Et de l'enracinement, on peut tirer, bien entendu, une politique, comme l'a fait Simone Veil, dans un sens peut-être plus métaphysique et spirituel,
spirituelle, et puis comme l'a fait évidemment Maurice Barrès, par exemple, à travers le thème de la terre et des morts, qui est un thème aussi important pour moi, ce qui fait que cette réflexion autour de l'enracinement est à la fois très terrestre, hein, et puis assez céleste, puisque l'une des nervures, en quelque sorte, de ma manière de voir, consiste à ne pas séparer la terre et le ciel, enfin à considérer qu'il y a vraiment une union, y compris dans ces manifestations symboliques, entre eux deux, et que l'on ne peut vérifier, qu'à la limite, hein, c'est un peu le thème de l'arbre inversé, de l'arbre aux racines inversées, où les racines sont célestes et où le feuillage est terrestre, mais peu importe, hein, les deux sont parfaitement valables et valides, mais c'est effectivement un des axes centraux de ma réflexion, et c'est même un axe d'ailleurs qui court dans l'ensemble de mes livres. Vous avez souligné le vieux Rouergue et Racination. J'avais consacré, il y a quelques années, un essai à Béni Lévy, philosophe juif, revenu, comme il disait, au traité vermoulu, au Talmud, à la Torah, et c'est pour moi une manière de m'interroger sur l'enracinement dans un texte. Que peut-il en être de l'enracinement dans un texte, dans cette tradition-là, la tradition juive, qui est donc très différente de la mienne, mais qui, de ce point de vue-là, de ce point de vue de l'enracinement dans le texte, a une valeur exemplaire, enfin une valeur cardinale. Et donc j'ai aussi essayé d'étudier cela dans cet essai, et dans une perspective d'ailleurs, mais là ça nous amènerait bien loin, dans une perspective antimoderne, puisque Béni Lévy évidemment appartient à la mouvance antimoderne, vu sous l'angle singulier qui est le sien, qui est l'angle spécifiquement juif. Et donc cette réflexion court, oui, en effet, dans l'ensemble des livres que j'ai menés. Elle en constitue, je crois, la nervure, la trame. Et alors justement, à propos d'enracinement, parce que vous parliez de Béni Lévy et de l'enracinement dans le texte, contrairement à vous et au Rouergue, qui est un enracinement à la fois céleste et terrestre, mais il y a aussi un enracinement dans une langue et dans un style, dans un courant littéraire. Vous êtes membre de l'Académie du Languedoc, et j'ai lu aussi sur Internet que vous étiez mainteneur du félibrige. Donc qu'est-ce que recouvre l'expression mainteneur du félibrige? Et d'ailleurs, je profite de cette question pour apprendre, annoncer que vous allez publier un texte sur Frédéric Mistral, le chef de file de ce courant littéraire essentiel du XIXe siècle. En effet. Alors, l'enracinement dans la langue est évidemment capital, que ce soit d'ailleurs la langue française, hein, c'est-à-dire c'est l'enracinement évidemment dans le langage qui nous constitue, dans ce qui est pour moi le langage maternel, la langue maternelle. On ne quitte pas d'ailleurs le domaine du féminin de ce point de vue-là, puisque la terre est aussi évidemment une puissance maternelle. C'est un enracinement également, bien sûr, dans la langue doc, en l'occurrence, puisque vous faites allusion au félibrige. Alors, mainteneur du félibrige, c'est assez administratif en quelque sorte. Le félibrige est une organisation qui a été fondée en effet par Frédéric Mistral. C'était en 1854, avec 6 autres poètes provençaux, et qui se donnait pour objectif de promouvoir, de défendre, d'illustrer le patrimoine, les usages, les mœurs, les coutumes, et singulièrement la langue provençale, en l'occurrence, de manière à contribuer au réveil des patries charnelles. Et donc Mistral a une œuvre colossale, hein, une œuvre de poète, et puis une œuvre également de lexicographe, puisqu'il a écrit un très volumineux dictionnaire qui s'appelle Le Trésor du Félibrige, dans lequel il inventorie, il répertorie un très grand nombre de mots, enfin la plupart des mots d'ailleurs de la langue occitane. Et cet enracinement est... alors le mainteneur, c'est simplement... c'est une organisation hiérarchisée, le félibrige, et le mainteneur, c'est le premier degré, en quelque sorte. Hein. Il y a les mainteneurs, à la base. Il y a ensuite les maîtres en gai savoir. Le gai savoir, c'est une notion très importante, je vais peut-être y revenir. Et puis, il y a en haut les majoraux, c'est-à-dire ceux qui font partie d'une académie, exactement sur le modèle de l'Académie française. C'est-à-dire qu'un poste ne se libère qu'au décès d'un des majoraux, donc après son décès. Et ce gai savoir, oui, est important parce que on rejoint l'enracinement, enfin on ne quitte pas l'enracinement dans la langue. Le gai savoir, c'est aussi la doctrine et la pensée des troubadours, et donc de l'ancienne Languedoc. Et ce qui émerge avec avec les troubadours, c'est bien évidemment la lyrique courtoise et tout ce qui constituera la conception occidentale de l'amour. Mais cette filiation des troubadours s'étend, c'est-à-dire que des troubadours à Dante, de Dante à Pétrarque, de Pétrarque au Minnesänger du romantisme allemand, ressuscité par exemple par Novalis dans Henri d'Osterningen, c'est une même trame qui court, c'est une même filiation.
et ceci à partir, en l'occurrence, de la langue doc. Donc la langue doc a une importance, évidemment, pour moi, tout à fait centrale, à tel point d'ailleurs que je me suis mis véritablement à l'apprendre en venant à Paris, c'est-à-dire en faisant l'épreuve, moi aussi, d'une forme de déracinement. Ce serait curieux parce que c'est la langue maternelle de mes 4 grands-parents. Mes parents comprennent la langue doc, ils ne la parlent pas. Et moi, mais c'est le cas de toutes les générations comparables, bien entendu, je ne la comprenais pas, et je ne la parlais pas forcément, et je ne la lisais pas. Et donc j'ai éprouvé le besoin, arrivant à Paris, de me réapproprier cet héritage, qui permet d'ailleurs d'accéder non seulement à la langue des troubadours, mais qui permet d'accéder à la littérature occitane moderne, dans laquelle des chefs-d'œuvre ont été écrits véritablement. Je pense à Max Rouquette et à Vers Paradis, je pense à toute l'œuvre de Jean Boudou, je pense à l'œuvre de Joseph Darbaud, La Bête du Vaccarès, qui est un livre, qui est un chef-d'œuvre, d'ailleurs toujours réédité, en collection, dans les Cahiers Rouges chez Grasset, en collection bilingue, donc en provençal français. Donc là encore, la langue, c'est une question d'organicité à mes yeux. C'est à la fois une question d'organicité, donc de sons, de paroles, de phonèmes, et puis de spiritualité, en ceci qu'elle est une ouverture à une écriture qui est que j'entends en tout cas d'une manière très très vaste. C'est-à-dire aussi bien l'écriture telle que je peux la vivre et la pratiquer, mais aussi l'écriture du monde, bien entendu. Puisque je crois il y a un livre du monde. Et ce livre du monde peut être décrypté en plusieurs langues. Et finalement, plus on maîtrise de langues, plus on peut avoir accès à ces nuances, à ces irisations. Et alors, sur le livre du monde, sur la question du livre du monde, ça va me faire revenir à la question de l'enracinement, mais cette fois sous l'aspect céleste de la chose. Oui. Enfin, encore que. Mais les derniers livres que vous avez publiés, que ce soit L'Éther ou Les Âges d'Orphée ou Métamorphose d'Hermès, ont tous, on va dire pour toile de fond, l'idée de la tradition primordiale. Et cette idée, souvent, interroge et inquiète le profane qui ne sait pas trop quoi penser par rapport à cette notion. La compréhension lui semble, si ce n'est interdite, tout du moins relativement ardue. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que recouvre cette expression de tradition primordiale ? Oui, alors c'est effectivement là aussi un thème qui est aussi central, mais d'ailleurs je ne les sépare pas, je crois qu'il y a une grande unité au fond malgré cette dispersion apparente qui n'en est pas une au fond. Bon, la tradition primordiale, je crois que paradoxalement, c'est une notion qu'a beaucoup explorée et qu'a beaucoup explicité René Guénon, mais je vais commettre une hérésie du point de vue des guénoniens, en un sens, pour essayer de la faire comprendre à des contemporains forcément, et donc des gens qui sont marqués par la modernité. Guénon détestait, a fermement condamné la psychanalyse jungienne en particulier, la psychanalyse en elle-même, freudienne, mais en particulier la psychanalyse jungienne, parce qu'il est conçu pour plusieurs raisons. Donc. Mais peu importe, je crois que la condamnation, on peut parfaitement la comprendre du point de vue guénonien stricto sensu, mais je crois qu'elle est en l'occurrence très excessive. Carl Gustav Jung a mis en évidence une notion qui s'appelle l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, je crois que c'est le biais par lequel on peut comprendre peut-être de la manière la plus imagée ce qu'est la tradition primordiale. L'inconscient collectif, c'est cette idée qu'il n'y a pas seulement donc un inconscient personnel, l'inconscient freudien, celui que nous avons, vous, moi, tout le monde, mais qu'il y a donc au-delà un inconscient collectif qui marque l'ensemble des cultures, des civilisations, des traditions. Eh bien, je crois qu'on peut comprendre la tradition primordiale à travers ce prisme-là, c'est-à-dire que il y a dans l'humanité, indépendamment des différentes manifestations de civilisation, de langues, de coutumes, de traditions, un certain nombre de schèmes, un certain nombre de thèmes qui se retrouvent, qui sont analogues et qui constituent un savoir, qui constituent un enseignement. Alors l'idée de tradition primordiale, c'est de considérer qu'il y a en effet initialement un dépôt originel, de savoir, de connaissances, qui, avec le temps et avec la fuite du temps, s'est diffracté, s'est répandu dans un certain nombre de traditions,
religieuses, spirituelles, philosophiques, métaphysiques, qu'elles soient monothéistes, qu'elles soient polythéistes, qu'elles soient chamaniques, qu'elles soient, enfin, peu importe. On retrouve donc un certain nombre d'invariants, sous des noms différents, bien entendu, et sous des formes parfois différentes, mais qui témoignent d'un même dépôt, oui, d'une même origine. Et ceux qui s'inscrivent dans ce courant donc de la tradition primordiale essaient d'en définir les termes et de comprendre en quoi il y a ce que Guénon appelait une universalité métaphysique, qu'il ne faut absolument pas confondre avec toutes les formes contemporaines d'universalisme, qui sont des formes, dirait Guénon, parfaitement contre-initiatiques et parfaitement déviées. Mais si on se situe sous l'angle de la pure métaphysique, on peut tendre à une forme d'unité et à une forme d'universalité qui n'est en rien contradictoire, évidemment, avec l'expression des particularités, des particularismes et des différences au sein même, d'ailleurs, des civilisations. Et cette idée de tradition primordiale, à mes yeux, est très importante parce qu'elle contribue à éclairer un certain nombre de choses, et c'est assez largement dans cette tradition-là que je me situe, en tout cas si je raisonne en termes purement métaphysiques. Mais cette inscription dans la métaphysique a, pour moi, et c'est ce qui fait que je ne suis pas un pur métaphysicien, passe pour moi, à mes yeux, d'abord dans l'écriture littéraire, et singulièrement dans l'écriture poétique. Même si j'ai une acception assez vaste de ce qu'est la poésie et de ce qu'est le poème. Voilà. Donc je crois que là, c'est une manière très hétérodoxe du point de vue du guénonisme, entre guillemets, qui n'existe pas en toute rigueur non plus d'ailleurs, mais c'est une manière, je crois, assez imagée de comprendre cette idée d'inconscient collectif, de s'acheminer vers l'idée de ce qu'est la tradition primordiale. Et vous avez évoqué la question de la poésie et du poème, on y reviendra tout à l'heure, mais pour prolonger la réflexion sur cette question de la tradition, c'est surtout que dans vos livres, il y a, et de manière générale, quand on évoque ou quand il est question de tradition primordiale, il y a un principe qui revient souvent, notamment là dans les terres, c'est le principe de non-dualité. Oui. Et ça aussi, je pense que c'est important de pouvoir l'expliciter parce que ce n'est pas fondamentalement facile d'accès de prime abord. De quoi s'agit-il quand on parle de non-dualité et ce principe de non-dualité est-il consubstantiel à l'idée de tradition primordiale? Alors oui, la dernière question, on peut y répondre de manière très brève, mais je vais développer un peu. En effet, oui, la tradition primordiale, si l'on utilise cette fois un langage beaucoup plus philosophique et métaphysique, c'était évidemment la tradition de la non-dualité. Et c'est pour cela que René Guénon considérait que l'expression la plus complète pour notre cycle d'humanité de la tradition primordiale, c'est l'Advaita Vedanta, donc la fin du Veda, les Upanishads, donc la tradition du Sanatana Dharma, la tradition hindoue. C'est-à-dire que c'est dans ce registre-là, qui est la tradition la plus ancienne donc pour notre cycle, que se trouve exposée de la manière la plus complète, la plus rigoureuse, la plus poétique également, je pense au Rig Veda et aux hymnes du Rig Veda, cette question donc de la non-dualité. Alors la non-dualité, pour essayer de l'approcher, il faut peut-être une des manières les plus aisées de procéder, c'est de la distinguer à la fois du dualisme et des monismes en quelque sorte. Bon, les dualismes en quelque sorte, ça consiste à dire, là encore on peut en avoir une entente très, très complexe, mais en gros qu'il y a deux mondes, deux univers, si l'on veut, la Terre d'un côté, le ciel de l'autre. Alors on va dire d'un côté, par exemple, si on utilise un langage religieux et théologique, on va dire qu'il y a un créateur transcendant au monde, et puis de l'autre, évidemment, une création immanente qui est celle dans laquelle nous sommes, et entre les deux, il y a un gouffre. Alors ce gouffre, les traditions théologiques l'ont plus ou moins comblé, tout dépend de qui on parle. Il va de soi qu'entre Saint-Augustin et Maître Eckhart, on ne parle pas dans la tradition catholique, en l'occurrence chrétienne, on ne parle pas on n'a pas la même vision de la distinction. Bon. Et puis d'autre part, il y a les traditions dites monistes, alors c'est-à-dire au contraire unitaires. C'est-à-dire que il n'y a que le monisme en l'occurrence soit matérialiste, c'est-à-dire qu'on va dire il n'y a qu'un monde uniquement matériel, ou un monisme spiritualiste où on va dire il n'y a qu'un monde uniquement spirituel.
La non-dualité, c'est un positionnement que l'on pourrait dire un peu central, qui consiste à dire que il y a une distinction à opérer, mais cette distinction est une distinction graduée. C'est-à-dire qu'il y a entre la matière et l'esprit un certain nombre de degrés, ce que Guénon appelle les degrés multiples de l'être, et ces degrés-là ne sont absolument pas séparés par des gouffres, par des abîmes, mais ils sont simplement, il n'y a pas de solution de continuité. Il y a une ligne, en quelque sorte, enfin c'est l'image de la ligne, que l'on retrouve d'ailleurs par parenthèse dans la République de Platon. Il y a une ligne qui part, alors on peut le dire dans les langages de toutes les traditions, dans le langage platonicien, on va dire, qui part du sensible et qui va vers l'intelligible. Vous voyez, donc il y a cette ligne-là. Et puis, autre idée de la non-dualité, on peut même dire, dans certains courants de la non-dualité ou du non-dualisme, qu'il y a une superposition à la fois du sensible et de l'intelligible. C'est-à-dire que le sensible est lui-même intelligible et que l'intelligible, d'une certaine façon, est lui-même sensible. Voilà, donc c'est une manière de voir le monde qui n'est pas séparé, qui n'est pas délimité par des gouffres, par des abîmes, qui ne raisonne pas en termes purement d'une part de transcendance et d'autre part d'immanence, mais au contraire de transcendance immanente ou d'immanence transcendante. Autre manière de dire la même chose, un Heidegger par exemple, vous voyez je vais d'une tradition à l'autre, à propos de l'être, de ce qu'il appelle l'être, parle de transcendance immanente. Voyez, et bien quand Heidegger parle de transcendance immanente à propos de l'être, il est dans la non-dualité. Voilà, on peut, et Heidegger, de mon point de vue en tout cas, est un homme qui, sous l'angle de la philosophie, de la métaphysique, se situe dans cette lignée-là, qui excède, mais de très loin, toute appartenance confessionnelle ou religieuse. C'est une perspective véritablement métaphysique. C'est ce que Georges Vallin, qui était un grand professeur de philosophie de Nancy, qui a bien connu Jean Borella, appelait la perspective métaphysique. C'est très exactement la perspective métaphysique. Et c'est cette perspective-là dans laquelle je me situe. Et alors, pour revenir sur ce que vous évoquiez dans votre réponse à la précédente question, sur la poésie, et ça c'est très présent dans Racination, mais aussi vraiment dans les terres, il y a de longues pages que vous consacrez à l'importance de la poésie. Oui. Et vous aviez tout à l'heure fait une différence entre les métaphysiciens et les poètes, la métaphysique et le poème. Oui. Est-ce que vous pourriez justement expliciter un petit peu votre point de vue là-dessus? Et en quoi est-ce que la poésie, justement, peut nous aider à appréhender le monde tel qu'il est? Alors précisément, oui. Là aussi, vous soulevez manifestement que des points qui me sont chers et qui sont vraiment centraux dans ce que j'ai écrit. Oui. Alors la poésie, le poème, il y a René Guénon, puisqu'après tout, il constitue un peu une trame dans notre discussion. C'était pas prévu particulièrement, mais bon, c'est ainsi dans la manière de raisonner. René Guénon distingue la prière de l'incantation. Et distinguer la prière de l'incantation, à ses yeux, cela revient très largement à distinguer la religion, la théologie et la métaphysique, l'initiation, la connaissance, la gnose. Je dirais que je conçois la poésie largement comme une incantation, et pas comme une prière, comme une incantation. C'est-à-dire comme un chant, et comme un chant qui est à la fois un chant de glorification du monde, de l'être, de l'univers, sans taire, tant s'en faut, les différents abîmes auxquels nous sommes confrontés, donc sans taire l'aspect tragique, ce n'est pas du tout quelque chose de naïf au sens ordinaire ou vulgaire du terme, la poésie, le poème, mais c'est un chant qui est un chant plénier, précisément. C'est un chant non-duel, c'est-à-dire c'est un chant qui ne tranche pas, qui va englober aussi bien le chant de guerre de l'Iliade, par exemple le chant de guerre de l'Iliade, que le chant du monde de Giono ou les grandes odes de Claudel. Parce que là encore, je ne fais pas de distinction entre la prose et le vers. Enfin, je crois que certaines œuvres dites écrites en prose
sont de véritables poèmes, bien entendu. De la même manière, d'ailleurs, que Vico disait du droit romain, imaginez, le droit romain, qu'il était un poème sérieux. Vico avait tout à fait raison. Il y a là aussi, dans ces grandes structurations des domaines de la pensée, y compris juridique, qui est quand même, c'est difficile de voir dans le droit un poème, hein, mais Vico, je crois, a profondément raison de voir dans le droit romain un poème sérieux, dit-il. Donc la poésie, c'est une incantation, c'est un chant du monde, et c'est une manière de dialoguer avec le monde. C'est un répond également au monde. Et c'est un répond qui, c'est aussi très important, ne se fait absolument pas sur le mode discursif, donc sur le mode rationnel. Je crois que la rationalité, c'est Barès qui disait à propos de l'intelligence, cette petite chose à la surface de nous-mêmes, l'intelligence, je ne sais pas, en tout cas je dirais moi la raison, cette petite chose à la surface de nous-mêmes, la raison, la rationalité dans laquelle nous baignons aujourd'hui, il n'y a que le critère déterminant de la vérité aujourd'hui, c'est la rationalité, c'est-à-dire en dehors de la raison, hors de la raison, il n'y a rien, ou plus exactement, il peut y avoir un dépassement de la raison par le bas, dans les manifestations d'irréguénon psychiques, infrarationnelles, mais il n'y a pas de dépassement de la raison par le haut, à travers l'intellect. Précisément, l'intellect est nié, alors qu'il était, pour les scolastiques même, une portion fondamentale de l'âme humaine, la fine pointe de l'âme, hein, dans la tripartition corps, âme, esprit. Donc l'esprit, l'idée de l'esprit est aujourd'hui complètement évacuée. La poésie n'est pas rationnelle, bien entendu, elle est un au-delà de la raison, elle est à mes yeux un dépassement de la raison par le haut, et en ce sens, elle se rapproche de l'intuition intellective dont parlait René Guénon, c'est-à-dire que le poète est celui qui, dans un vers, qui est issu d'une vision, qui est issu d'une inspiration, le mot a eu toute une histoire dans le mouvement romantique en particulier, mais c'est un mot qui est très juste, qui est très, très, très fort, le poète est celui qui va saisir, qui va s'efforcer de saisir ce qu'Heidegger appelait l'être. C'est-à-dire qu'il va saisir véritablement ce qui n'est pas, ce qui ne donne pas de prise à l'emprise, c'est le cas de le dire, à l'emprise de domination, à l'emprise de maîtrise, et ce qui, malgré tout, a une aura, si impalpable cela soit-il, mais en tout cas je crois que c'est très... Pour le coup, c'est quand même très, très visible. Hein. Le poète, c'est essentiellement, je crois, un voyant, c'est essentiellement un visuel, et qui, pour le coup, est néanmoins partout. Comme l'être, selon Heidegger, Heidegger nous dit, l'être n'est rien d'étant. Eh bien, je crois que ce que saisit le vers, ce que le poème saisit, c'est quelque chose qui n'est rien d'étant, c'est-à-dire que quand le poète évoque par exemple le ciel, un astre, la mer, enfin que sais-je. C'est à la fois effectivement la mer, le ciel, l'astre qui se déploie sous nos yeux, que l'on voit, et c'est autre chose en ceci qu'il va pénétrer véritablement l'essence, et encore est-ce maladroit de parler ainsi, mais il va en pénétrer l'être, il va en pénétrer la complexité, il va en pénétrer la beauté, il va en pénétrer la gloire. C'est-à-dire qu'il va voir au fond derrière ces apparitions, derrière ces phénomènes, il va voir le Dieu au fond, derrière le monde et derrière les différentes fractions du cosmos. Et donc il se situera, de ce point de vue-là, encore une fois, dans l'incantation. Je crois que la grandeur du poème, c'est cette incantation, et c'est cette pénétration sans emprise, entre le monde et soi, à tel point d'ailleurs qu'il n'y a plus dans le poète aucune distinction entre le monde et soi, entre lui et le monde. Il y a fusion du sujet et de l'objet, et c'est ça la connaissance, hein, c'est ça la connaissance poétique, c'est ça également la connaissance gnostique, hein, c'est-à-dire qu'il ne fait plus qu'un. Là, je parlais d'unité, d'universalité. Le poète est celui qui, dans le poème, et même dans le vers, et dans l'unique vers, et l'unique cordeau des trompettes marines d'Apollinaire, fait un avec le monde. Et c'est ce qu'il... là encore, on est dans une perspective qui n'a rien à voir avec quelque séparation que ce soit. C'est toujours une perspective, je dirais, d'osmose, et une perspective d'harmonie, en quelque sorte. Voilà en quoi la poésie me paraît être à la fois comme lecteur, mais aussi comme écrivain, et c'est ce qui m'importe au premier chef en l'occurrence, c'est-à-dire que ce dont je vous parle est expérimental, c'est empirique, c'est-à-dire ce que je vous dis là, je le vis.
je l'ai vécu, je le vis, je le vivrai. C'est une expérience, hein, tout simplement au sens c'est à la fois une expérience métaphysique et une expérience au sens le plus empirique qui soit. Voilà en quoi le poème, la poésie, à mes yeux, est ce qui subsume ma manière d'être au monde, mais qui, quand je dis masse, ça n'a rien de, ce n'est pas une manifestation de subjectivité. Il est certain que tout le monde n'a pas la vocation d'être poète ou d'être écrivain, mais c'est une appréhension du monde qui est ouverte à chacun et à ceux qui ont qui en ont le désir, la qualification de s'y engouffrer et d'y vivre. Écoutez, on arrive au terme de notre entretien parce que le temps file, mais merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Alexandre Lantas. À très bientôt pour de nouvelles émissions. À très bientôt.